Cet épisode est fièrement présenté par Valatelier. Valatelier, ils font du design intérieur de bâtiments autant résidentiels que commerciaux, autant de la construction neuve que de la rénovation, et ce, avec un accompagnement personnalisé fort de 20 ans d'expérience. Valatelier, on est fiers de s'associer à eux. Pourquoi? Parce que leur valeur clé, c'est l'excellence, l'innovation, la communication, mais aussi l'éco-responsabilité. La vision de Valatelier, ça dépasse les tendances éphémères, puis ça privilégie les intérieurs qui sont réfléchis et durables. Puis ça, c'est chaque décision qui sont guidées par le respect de l'environnement. Bonjour tout le monde et bienvenue à Bien commun podcast, un podcast dans lequel Éric-Olivier Boivin et moi-même, Évric Bouchard des Ruisseaux, tentons de mieux comprendre les enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc aujourd'hui, Éric, on était accompagné par Sergio da Silva, qui est chargé de cours à l'Université Laval en design de produits et également cofondateur de Borboto Design, qui est une compagnie de design et d'éco-conception. Donc, on voulait mieux comprendre c'était quoi l'éco-conception, quel rôle ça jouait dans notre vie, puis aussi savoir, bon, en tant que consommateur, comment est-ce qu'on peut prioriser un produit qui est éco-conçu. Ouais. Je te laisse faire un topo de notre rencontre C'est avec ça, Sergio. c'est quand même des bons points clés que tu as soulevés. On a fait un peu le mélange là, en commençant l'épisode sur les différents termes qui comportent, je te dirais, le mot éco à l'intérieur, là, parce qu'il y en a plusieurs, dont l'éco-responsabilité. Fait que c'est quoi les nuances entre tout ça? On a aussi parlé de l'analyse de cycle de vie, Ouais. quelque chose de super pertinent du moment qu'on parle de la dimension environnementale. Faut penser à l'analyse de cycle de vie. On a défini c'était quoi, à quel point c'est pertinent. On s'est rendu compte tout de suite que l'éco-conception, ça s'applique à pas mal tout dans nos vies, tous nos biens de consommation, que ce soit nos tables, nos chaises, notre verre d'eau, peu importe, ça s'applique vraiment à tout ça. Puis, on a aussi vu un petit peu comment, en tant que consommateur, on peut peut-être privilégier des biens de consommation, encore une fois, qui sont éco-conçus versus d'autres, donc des tactiques pour les repérer et pour faire des meilleurs choix. Ouais, c'était vraiment super intéressant. Donc, sur ce, bonne écoute. Avant de rentrer dans les détails de notre épisode, nous aimerions prendre un moment pour remercier nos partenaires. Urcé Café est la destination de choix pour tous les amateurs de café. Produit à partir de grains soigneusement choisis et torréfiés à 3800 pieds d'altitude, leur café saura vous charmer. En plus d'offrir un café d'exception, Urcé veille à la durabilité de ses pratiques agricoles ainsi qu'à la rémunération adéquate de tous les parties prenantes de sa chaîne d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle le café équitable. En bref, Urcé, c'est un goût incroyable et un choix responsable. Je vous invite donc à aller visiter leur site web et à utiliser notre code promotionnel BCP10 afin de bénéficier d'un rabais de 10% sur vos commandes en ligne. Merci Urcé et bonne dégustation. On est fiers de vous présenter notre partenaire Décapeur AC. Décapeur AC, entreprise de laquelle je suis l'heureux propriétaire, c'est une entreprise québécoise qui, depuis 1979, redonne vie aux meubles et armoires grâce à des techniques artisanales qui privilégient la restauration plutôt que le remplacement. La mission de Décapeur AC, réduire le gaspillage, prolonger la durée de vie des objets, puis contribuer à un mode de vie plus responsable. Et ça, c'est tous des valeurs qui concordent avec celles de Bien commun podcast. Écoutez, on vous invite à aller visiter le site web de Décapeur AC au décapeur.com pour découvrir leurs services puis voir comment vous aussi, vous pouvez faire un choix durable en matière d'aménagement et de mobilier dans votre espace de vie. Bonjour Sergio da Silva. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Donc là, aujourd'hui, on se rencontre pour parler d'éco-conception. Mieux comprendre c'est quoi l'éco-conception, puis quel rôle ça joue dans notre société, puis aussi dans les biens de consommation qu'on achète au magasin ou peut-être même à l'épicerie. Mm-hmm. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à te présenter. Bon, mon nom est Sergio da Silva. Moi, je suis chargé de cours à l'école de design de l'Université Laval et étudiant en doctorat aussi à la même école. Okay. Moi, je suis aussi cofondateur de la compagnie Borboto Design Studio, qu'on vise à développer des meubles, surtout des meubles avec les concepts du design responsable aussi, éco-conception, biomimétisme également. OK. Oui. Biomimétisme? Biomimétisme. C'est quoi ça? C'est que tu essaies de reproduire un aspect de l'environnement? Ou? Oui, c'est ça, de la nature. En fait, juste pour revenir un peu mon parcours académique, en fait, moi j'ai un bac en design des produits de l'Université de l'État de Minas Gerais au Brésil. C'est pour ça mon bel accent, parce que moi je suis brésilien. Okay. C'est ça. Et moi j'ai fait ma maîtrise à l'école de design en biomimétisme, en design et biomimétisme, Okay. qui est en fait de s'inspirer de la nature pour développer des produits aussi, des solutions qui sont bonnes aussi pour l'environnement, pour la société également. Donc, on prend ça dans la nature avec les éléments qu'on a, des exemples des animaux, des plantes, des choses comme ça. Ouais. Ah ouais.
OK. Oui. Hey, c'est intéressant. Ouais. Ben, en tout cas, je pense que tu es parfaitement qualifié pour parler d'éco-conception avec nous aujourd'hui. Eric, je te laisse ouvrir le bal avec notre première question. Ben, tu sais, souvent, bon, là, on assume que notre sujet, c'est l'éco-conception, mais commençons par bien les définir. C'est quoi, puis en quoi c'est pertinent? C'est nous, le podcast, on l'axe beaucoup sur le côté environnemental. C'est quoi, d'abord, la définition, peut-être, de l'éco-conception, puis le lien avec la dimension environnementale? Parfait. Bon, l'éco-conception est une démarche de conception qui vise à réduire en fait les impacts environnementaux d'un produit et c'est tout au long de son cycle de vie. OK. Les cycles de vie, c'est un aspect super important et central dans la démarche d'éco-conception. C'est en fait toutes les étapes qu'on déploie en fait pour avoir un produit et s'aider à l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie d'un produit. Donc, sa disposition s'y inclut là-dedans. Oui, tout à fait. OK. Tout à fait. L'éco-conception, on commence à penser en éco-conception dès les premières étapes parce qu'on sait que 80% des coûts environnementaux et 70% des coûts économiques sont définis lors des premières étapes de conception. Donc, c'est là où on commence à penser en éco-conception. C'est là où on met de l'éco-conception. On commence à penser à des nouveaux produits comme ça en amont du processus pour justement éviter les coûts environnementaux et les coûts économiques également. Donc, tu dis que la majorité des impacts socio-économiques, du poids économique et environnemental est directement lié à la conception des différents systèmes. Au choix qu'on fait des procédés, des matériaux. Oui. Ah, ouais. Oui. Okay. Ben, ça fait du sens aussi parce que dépendamment des matériaux que tu choisis, tu vas polluer plus ou moins. Oui. Après ça, aussi les procédés de fabrication. Ça peut même prendre place dans la distribution, j'imagine. Là, oui, tout à fait. Le format des produits. OK. Donc là, on a l'éco-conception. On a parlé aussi d'analyse de cycle de vie. Donc là, tu as parlé de l'extraction des matières premières. Mais on peut-tu faire un peu de chemin là-dessus pour rentrer un peu plus en détail sur c'est quoi une analyse de cycle de vie? Ben, puis c'est quoi le cycle de vie, là? Je pense que tu l'as bien dit, tu sais. Ouais. Oui. Fait que moi, si je réitère un peu ce que tu as mis de l'avant, le cycle de vie, comme tu t'as dit, ça commencerait à l'extraction des matières premières nécessaires, mettons, à la conception ou à la création d'un bien de consommation jusqu'à sa disposition. Oui. OK, fait que ça, c'est le cycle de vie. OK. Fait que là, l'analyse du cycle de vie... Oui, c'est d'analyser. On peut même mesurer les impacts à chaque étape. OK. En fait. On peut mesurer l'utilisation d'énergie, on peut mesurer aussi l'empreinte carbone également. Nous avons, comme les grosses compagnies vont utiliser des logiciels pour faire ça, mais nous avons aussi, en design, on utilise beaucoup des guides aussi qui vont en fait donner des étapes qu'on doit suivre, en fait, comme le guide Ocala, qu'on utilise bien à l'école aussi. Donc, il va donner aussi il va donner comme la bonne direction pour développer un produit au niveau du choix des matériaux, au niveau des procédés, de comment on va choisir tous les éléments pour qu'à la fin, un produit soit éco-conçu. Parce que c'est grâce à l'analyse de cycle de vie qu'on peut statuer si oui ou non un produit est éco-conçu ou... Oui, tout à fait. OK. Oui, tout à fait. Si on veut imaginer ça un peu mieux... Est-ce que l'analyse de cycle de vie, c'est ça qui est utilisé pour déterminer si, par exemple, une voiture électrique est moins polluante d'une voiture à gaz? Oui. C'est ça? Oui, okay. tout à fait. Donc là, ça vient prendre en compte les matériaux. On sait que la voiture électrique, il y a les matériaux critiques qui polluent plus lors de les batteries aussi. La batterie, c'est les minéraux critiques. Ça pollue plus à la phase d'extraction des minéraux. Mm-hmm. Donc, fabrication, tout ça. Mais ensuite de ça, on utilise de l'électricité qui est souvent, dans notre cas, qui vient de sources renouvelables. Donc là, il y a moins de pollution pendant la période d'utilisation versus une auto à essence qui, là, consomme du gaz. Et ensuite de ça, tu viens regarder en fin de vie, donc comment c'est géré ces produits-là. Puis on vient analyser ou évaluer leur impact environnemental. Oui. Puis après, on compare tout ça. Fait que là, tu aurais ton auto électrique qui aurait un pointage de X ou de, par exemple, 80 et ton auto à gaz qui aurait 70. Oui. Donc là, on peut dire, l'auto électrique est meilleure pour l'environnement que l'auto à gaz. Oui, c'est tout à fait ça. Okay. Et ça, c'est important aussi de mesurer chaque étape parce qu'on peut, après ça, employer aussi comme des stratégies d'éco-conception.
Donc, si on voit qu'en fin de vie, un produit, on ne peut pas le recycler, par exemple, on peut le redessiner, par exemple, pour qu'il soit à la fin démontable, par exemple, pour faciliter le recyclage à la fin. Okay. Donc, si on sait où est le problème environnemental, on peut agir, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant de voir chaque étape. Et aussi, une chose très importante, c'est il y a aussi comme on appelle, de transfert d'impact aussi. Des fois, on va intervenir dans une étape et on va créer une problématique dans d'autres étapes aussi. Je ne sais pas si on change un matériel. Et aussi, à la fin, il est plus difficile à recycler. Bon, j'ai essayé de résoudre, en fait, une partie de ma problématique, mais je vais créer aussi des problématiques ailleurs. On appelle ça comme transfert d'impact, en fait. Okay. Comme si tu veux optimiser ton procédé de fabrication, fait que tu vas venir mettre un rivet, par exemple, à la place d'une vis, mais que là, ton objet se répare plus après. Oui, là, tu aurais transféré ton problème plus loin. Oui, c'est ça. Donc, en faisant l'analyse de cycle de vie, tu viens t'assurer de ne pas transférer des problèmes plus loin pour minimiser ton impact, dans le fond. Oui, c'est ça, l'objectif. Okay. Puis moi, j'avais une question, là. Éco-conception, c'est un beau terme, un terme qu'on entend parler souvent. Puis on en avait noté d'autres avec Évric, là, en se préparant, là. C'est quoi, mettons, la nuance avec éco-responsable, avec écologique? Tu sais, mettons, un produit peut être éco-conçu. Un produit peut aussi être éco-responsable, de ce que selon moi, il peut être aussi écologique. C'est quoi la différence entre ces trois-là, par exemple? Parfait. Un produit écologique, c'est plus un adjectif. OK. On dit que c'est comme un produit qui est respectueux à l'environnement. OK. C'est ça qu'on utilise des fois. On voit l'utilisation comme des synonymes, mais c'est plus un adjectif. OK. Un produit éco-conçu, c'est un produit qu'on va penser ces produits en considérant en fait les cycles des vies. On va utiliser des stratégies d'éco-conception pour réduire en fait l'impact environnemental. Quand on parle d'éco-responsabilité, c'est encore un peu plus large. On considère en fait les impacts environnementaux, sociaux également. On va parler aussi des comportements éco-responsables. En fait, c'est beaucoup plus que les produits en tant que tels aussi, mais tous les comportements d'achat, les comportements des consommateurs également. Donc, c'est ça un peu les différences. Okay. Donc, l'éco-conception ne vise que la dimension environnementale. Si je comprends bien ce que tu viens de me dire, mettons, la dimension peut-être, si on prend le développement durable, les trois piliers, l'environnement, l'aspect social puis économique, est-ce que l'éco-conception ne vise que principalement l'aspect environnemental? Oui, c'est principalement. C'est une des limites, en fait. C'est exactement ça. C'est une approche très performante, en fait, pour les côtés environnementaux, mais c'est sûr que les côtés sociaux, il est mis de côté un peu. Si on regarde, en fait, les trois piliers du développement durable, oui. OK. Puis là, c'est bien beau, on en parle, mais comment je fais pour savoir que quelque chose a été éco-conçu? Y a-t-il des certifications, comme chez mon verre? Comment je fais pour le savoir? Bon, pour ça, nous avons comme des labels, en fait, qui sont affichés sur des produits aussi, qui vont dire que les produits, il était éco-conçu, des fois, on va voir comme des affichages aussi, des étiquettes sur des produits, par exemple, électroniques. Il y a aussi, j'ai oublié le nom, en fait, c'est Star. Ah oui, Power Star, c'est ça? Ou Energy Star. Energy Star. Ouais, c'est ça. Avec les sécheuses, tout ça. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, à travers ces affichages-là, on va voir en fait que les produits consomment moins, qu'il est plus éco-conçu en fait par rapport aux autres. Sinon, c'est à travers aussi l'analyse des cycles de vie. Certains produits, certaines compagnies font des comparatifs comme ça des produits. Donc, c'est une façon aussi de voir. Donc, si moi, en tant que consommateur, je dis je veux faire ma part, je veux tendre vers l'achat ou l'utilisation de produits éco-responsables, mettons concrètement, comment je peux faire cet effort-là? À quoi il faut que je chose à gué? C'est justement, comme tu dis, sur les produits que je vais acheter, par exemple, prise d'avoir des certifications. Oui.
Donc, garder à l'œil ça potentiellement. Oui, garder à l'œil ça, de voir aussi si on achète un meuble, par exemple, on peut demander, on peut voir par rapport à la compagnie, au vendeur aussi, quels sont les matériaux utilisés. Okay. Si cette compagnie-là, on peut voir sur le site web s'ils ont des démarches aussi un peu plus responsables également. Okay. On peut chercher ça également. D'acheter un peu plus local également. Qui ont déjà... nous avons des compagnies locales qui sont plus éco-responsables, en fait. Au lieu d'acheter des produits en Chine, par exemple, au lieu d'acheter des vêtements en Chine, acheter local également, avec des marques locales également, qui font produire ces vêtements ici, avec des matériaux un peu plus... éco-responsable également. Okay. Un autre piste que moi je verrais, tu sais, Eric, on a rencontré quand même beaucoup d'experts dans le milieu environnemental, puis à chaque fois c'est la même chose qui revient. Ils nous demandent diminuer notre consommation tout d'abord, après ça garder nos choses le plus longtemps possible. Tu sais, dans le cas de plusieurs biens de consommation qu'on achète, la manière de savoir si sa durée de vie va être bonne, parce qu'il n'y a pas vraiment d'indicateur de durée de vie en ce moment sur nos biens de consommation, malheureusement. Je pense qu'en Europe, ça commence, là. Ils mettent des indicateurs pour savoir indicateurs de réparabilité, durée de vie, tout ça. Mais au Québec, j'ai pas vu ça encore. Mais moi, ce que je me dis, c'est que si l'objet que j'achète, par exemple, une sécheuse, une laveuse ou peu importe quel autre objet qui a quand même une bonne valeur, on peut regarder la garantie. La garantie du fabricant, si tu as une garantie dans le cas d'un objet A qui est à 10 ans versus un objet B qui est à 2 ans, mais là, tu te dis le manufacturier a conçu l'objet pour qu'il dure plus longtemps. Oui. Puis qu'il soit probablement réparable aussi. Donc, de se fier à la garantie, en tout cas, moi, de ce que j'ai remarqué à date, du point de vue consommateur, c'est une autre bonne alternative aussi. Là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord avec vous, en fait, par rapport à ça. C'est intéressant parce que ma laveuse s'est brisée après 6 ans et elle avait 5 ans de garantie. Oui, c'est compliqué. Parce que moi, j'ai essayé quand même de la démonter pour voir, mais pour avoir l'accès au tambour qui était le problème, en fait, il faut tout démonter, en fait. Moi, j'avais pas des outils pour ça. Et pour juste une personne, pour aller à la maison voir ça, c'était comme $240. Donc, l'éco-conception, dans le cas de ta laveuse, ça aurait pu être quoi, par exemple? Ce serait comme une laveuse, qui dure plus longtemps, mais c'est sûr, mais qu'elle est plus facile à réparer également. Donc, à démonter? À démonter, si le tambour, c'est un élément qui brise vraiment... Qu'on sait qu'il va briser plus souvent, qu'il y a plus de chance, on va faire un accès beaucoup plus facile pour que ça soit facile à changer. Mais à la fin, c'est ça. Des fois, le produit, il est coûteux pour réparer. Il est tellement difficile. C'est ça. Ils sont pas faits pour être réparés. C'est pas éco-conçu, c'est ça. C'est produit au plus bas coût possible. C'est ça. Sans prendre en compte cette dimension-là. Faut que je me vide le cœur, là. Ça me purge, là. Les électroménagers, honnêtement, là, ça vient me chercher, là. Sachant qu'il y a 25-30 ans, on faisait des super bons électroménagers qui duraient, justement ça, 20-25 ans. Moi, ma mère, elle a encore son lave-vaisselle, là. Je pense qu'il est rendu à 32 ans. C'est fou, là. C'est fou. Puis là, maintenant, on fait des lave-vaisselles, puis un an après la garantie, ça pète. Je veux dire, en tout cas, moi, du point de vue ingénierie, là, ça me révolte. Là. Ben on serait capable de faire mieux. Mais selon moi, c'est conçu pour briser après 6 ans aussi. Là. C'est conscient, ça. Là. Ben oui, mais c'est ça. Mais on serait capable de faire mieux, mais on décide volontairement de faire de la scrap. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle d'obsolescence programmée, en fait. C'est exactement ça. De faire pour briser. Mais il y a toute une question aussi, à part ça aussi, social. On est habitué à changer les choses, mais si nous avons un produit de 30 ans, ça fait 30 ans qu'il est à la maison, on les voit qu'il est vraiment vieux, au niveau de l'esthétique, au niveau de la technologie également. Il y a tout cet aspect de l'obsolescence-là qui fait que les gens changent, même si les produits ne sont pas brisés. Les gens veulent du neuf, puis ils veulent... Exactement. La pression sociale, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi, ça rentre en ligne de compte. Là. Ouais. Mais moi, je trouve ça bien mieux avoir un objet qui a 30 ans qu'un objet qui a 2 ans. Là. Personnellement, je trouve ça bien plus impressionnant. C'est hot, là. Je sais pas, là, ou des trucs
que t'achètes de seconde main, c'est bien mieux qu'acheter du neuf, là, à mon avis. Mais... Ben, en c'est tout cas, ça. Pour c'est toi, mon oui, mais opinion, t'es là. bon de penser ça parce Oui. qu'au contraire, ce qu'on va voir en ouvrant notre téléphone, c'est au contraire une personne qui a un téléphone qui est de la nouvelle édition, qui a un véhicule qui est récent. Fait que, tu sais, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est le contraire de ça. Fait que c'est ça qui est tough. On veut pas, on est exposé à l'opposé de ce qu'il faut faire. Mais moi, on a un bon point. Puis c'est vrai que tu l'as dit, là, puis on en jase actuellement. Là. Qu'est-ce qui fait en sorte et pourquoi, ou est-ce qu'il existe des contraintes à venir faire de l'éco-conception? Tu sais, dans le sens que pourquoi la laveuse, elle a besoin après 6 ans, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de contraindre les fabricants de faire de l'éco-conception? Bon, il y a plusieurs façons. On pourrait pousser par les règlements qui mis en place, qui pourraient en fait obliger ces fabricants-là des lois, par exemple. Des lois, par exemple. On a, il y a comme la loi 29, qui est quand même de 2023, qui vise à protéger les consommateurs en fait de cette obsolescence programmée là aussi pour favoriser la réparabilité des produits. Ça, c'est au Québec? Au Québec. OK, fait qu'on commence à faire un petit peu comme en Europe, là, tranquillement, pas vite, avec la loi 29, on se rapproche vers des pratiques plus durables. Oui. Okay. Donc ça protège les consommateurs ou ça rend le fabricant responsable en cas de bris? Mais ça va protéger le consommateur, en fait, pour offrir, en fait, les produits qui sont plus durables, réparables également. Donc, ça va... Bon, de certaine façon, ça va obliger les gens de faire des bons produits, en fait. Les fabricants? Oui. C'est ça, OK. Je l'ai lu, la loi, mais ça reste que c'est... Ben, c'est une loi, fait que c'est fait pour être assez général, là, je pense. Oui. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser, tout ça. Il y a une différence, des fois, entre la théorique puis l'appliqué, là. Parce que là, c'est en vigueur? C'est en vigueur? Oui, c'était en 2023 qu'ils ont mis ça en place. Okay. C'est tout en développement pour mettre ça vraiment en place, pour que les gens puissent s'adapter aussi. Mais on avance. Ouais. C'est bien qu'on avance. Fait qu'il y a cette contrainte-là légale qui a été mise en place en 2023. Comme tu dis, les résultats restent à voir dans les prochaines années. Oui. Puis autrement, il faut que ça vienne des entreprises. Oui, aussi, mais aussi des consommateurs aussi, qui sont de plus en plus conscients aussi. Si les consommateurs n'achètent pas telle marque ou tel produit, c'est sûr que la compagnie, elle doit changer. C'est ça, elle doit s'adapter. Elle ne va pas vendre. C'est ça. Elle a ses côtés des consommateurs aussi, de faire des bons choix. Mais des fois, on sait que c'est difficile parce que les coûts de la vie, elle est très haut. C'est ça. Le bon choix va sans doute coûter plus cher que le moins bon choix. Oui. Fait que c'est ça la dualité souvent aujourd'hui. Là. Oui, mais en même temps, tu peux le voir comme un investissement aussi. Oui, c'est ça. Si tu payes une fois et demie plus cher, mais que le bien dure 2 fois plus longtemps, ben, au final, il t'a pas coûté plus cher. Oui, à long terme. On pourrait penser à ça, au lieu d'acheter de vêtements en Chine, d'acheter des vêtements qui vont durer plus longtemps local. C'est sûr qu'on va payer un peu plus cher, mais sur le long terme, on va avoir un produit qui va durer un peu plus. C'est ça. Aussi, les compagnies, il faut pousser aussi l'éco-conception parce que, l'éco-conception, on vise à développer des produits, de réduire l'impact environnemental, mais aussi l'éco-conception va possibiliter aussi des gains aussi pour les compagnies qui vont optimiser des procédés, qui vont utiliser moins de matériaux également. Ils vont avoir aussi des économies au niveau des coûts. L'image des marques également. Les compagnies qui sont plus éco-responsables, comme nous avons des consommateurs qui sont de plus en plus conscients, donc ces consommateurs-là, ils vont chercher ces compagnies-là également. Ouais. Donc, c'est tout un processus. Mais il ne faut pas oublier, c'est intéressant ce que tu dis, il ne faut pas oublier notre pouvoir en tant que consommateur. Oui. Tu sais, souvent, on se dit on est juste un humain sur maintenant presque 8 milliards, je pense. Là. Mais si chaque petit humain fait sa part, là, ça s'additionne. Là. Oui. Puis justement, comme tu l'as bien dit, les entreprises là, en haut, là, ils vont le ressentir. Là, ils vont le ressentir les changements puis les habitudes de consommation changeantes des consommateurs. Oui, fait qu'on a du pouvoir. Là. Souvent, ça ne rend pas compte. Là. Mais juste en pensant à nos choix, on peut faire changer les choses tranquillement. Oui, moi, je pense que oui. Parce que si on attend des compagnies qui veulent de l'argent à la fin, les côtés économiques, il y a toujours les plus importants. Ouais. Pour la plupart des compagnies.
Mais c'est ça, c'est sûr qu'en tant que consommateur, nous avons des choix. Nous avons plus de choix il y a 10 ans. Nous avons plus de choix aujourd'hui, beaucoup plus écologiques, éco-responsables, en fait. Oui, on doit faire la bonne choix. Ouais. Puis en tant que consommateur, on a parlé un petit peu de comment choisir un bien de consommation qui est plus éco-responsable. Mais si on veut pousser l'éco-conception, quelle action on pourrait porter concrètement? Moi, je me rappelle, il y a 2-3 ans de ça, j'avais signé une pétition qu'Équiterre avait publiée ou avait lancée concernant justement la loi 29. Fait que ça doit faire 3-4 ans de ça. Puis finalement, la loi avait été acceptée. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire en tant que consommateur? Est-ce que c'est lorsqu'on achète quelque chose, demander à ce que ce soit réparable ou demander des informations? Comment est-ce qu'on peut pousser l'éco-conception c'est ça, c'est de demander aussi les informations. Moi, je préfère acheter des choses que je peux réparer aussi. Tu sais, moi, une chose qui brise après 1 an, c'est incroyable. Je suis fâché avec ça aussi, comme designer aussi, tu sais, comme commençant en éco-conception également. Ça me rend fâché également. Donc, c'est ça, on doit poser les bonnes questions aussi, de demander aussi aux compagnies. Tu sais, des fois, on aime un produit, mais on peut même contacter la compagnie et dire, est-ce que vous pouvez améliorer ces produits-là? Tu sais, on aime bien ça, mais on pourrait faire ça aussi, de toujours poser les bonnes questions. Oui, puis ça permet aussi à la compagnie de savoir ce que le client veut, ultimement. S'il y a 1000, 2000, 3000 de ses clients qui demandent comment est-ce que je peux réparer mon bien ou mon téléphone cellulaire ou peu importe ce que c'est, mais la compagnie va se dire, là, les gens veulent ça. Ils vont avoir intérêt à changer leur façon de faire. Là, oui, c'est ça. Oui. Okay. Fait que pas se gêner de poser les questions. Non, jamais. Okay. Y a-tu moi, je suis curieux, là. Y a-tu des domaines dans lesquels l'éco-conception a vraiment amené un gros changement, que ce soit du point de vue environnemental ou carrément plus économique à produire pour les entreprises? Y a-t-il des domaines, je sais pas, l'automobile, les biens de consommation? Y a-t-il des domaines comme ça qui soient en avant-garde au niveau de l'éco-conception pour qui ils ont intérêt à le mettre de l'avant? Au niveau des emballages aussi, c'est très intéressant. Okay. Parce qu'on a une surconsommation de plastique. On en parlait un peu plus tard qu'hier, justement. Partout, c'est ça. C'est un bon domaine pour travailler l'éco-conception parce qu'on peut réduire en fait les cartons, les plastiques également, réduire même au minimum. C'est sûr qu'on va continuer à utiliser ça, mais à des niveaux minimaux en fait. Il y a aussi une voiture qui est sortie les dernières années, c'est la Renault Scénic, qu'ils ont mis vraiment de l'avant dans tous les projets de ces véhicules-là, en fait, l'éco-conception. Donc, ils ont réutilisé... ils ont fait un véhicule qui est en fin de vie, selon Renault, en fait, les données, qui 80% serait recyclable à la fin de vie du produit. Les chutes de plastique, de métal, ils vont réutiliser dans la fabrication également. Ils mettent de l'avant l'économie circulaire également avec ces matériaux-là. Donc, c'était une voiture qui a été vraiment conçue en éco-conception. Ça, c'était très intéressant comme projet. On ne sait pas l'analyse des cycles de vie à la fin. Tu sais, si toutes les étapes, elles sont vraiment belles, mais en tant que concept, c'est intéressant d'avoir aussi de pousser l'économie circulaire également à travers les matériaux, des bons procédés. C'est sûr que au niveau de la voiture, la problématique, ça reste le trafic. Si on met plusieurs voitures comme ça, éco-conçues comme ça, on va avoir un peu la même problématique au niveau du trafic mais c'est aussi. mieux d'avoir des voitures éco-conçues qui sont sur la route que des voitures qui ne sont pas, qui sont aussi sur la route. Fait. Bien sûr. Puis mettons un emballage, comme tu en parlais, c'est vrai que c'est un bon exemple, je n'ai pas pensé. As-tu un exemple d'un emballage normal qui n'a pas été pensé en amont versus un emballage éco-conçu? Un
un emballage sans une pensée d'éco-conception, ça va utiliser beaucoup de plastique. On va avoir des fois beaucoup de carton. On reçoit des emballages par Amazon, par exemple. Ouais, la boîte est grosse. Une boîte comme ça, avec un produit... c'est ridicule. Une petite boîte comme ça, avec du plastique. Beaucoup de choses. Un emballage éco-conçu, elle va utiliser du carton recyclé, par exemple. Elle va utiliser... Ça va être vraiment quelque chose de minimal, seulement pour protéger les produits, pour communiquer la marque. Mais on va diminuer, en fait, la quantité de matériaux, mais aussi d'utiliser des meilleurs matériaux également. Sinon, un autre exemple, peut-être la fourchette en bois versus une fourchette en plastique. Là, la fourchette en bois, je sais que c'est controversé là, comme ustensile. Sinon, des plateaux en fibre naturelle versus des plateaux en plastique. Fait. C'est vrai que dans l'emballage, il y a quand même beaucoup de... Oui, parce on est entouré de plastique, de carton également. J'ai pas pensé, mais j'ai quelqu'un que je suis sur YouTube, il y a une entreprise de produits de vente un peu, et puis ils vendent ça en ligne, donc il doit l'emballer. Puis il y a un équipement, il s'est doté d'un équipement où pour son emballage, c'est vraiment une feuille de carton, sans pli, rien. Puis lui, il vient vraiment l'adapter. Sa machine vient détecter, prendre des mesures sur le produit qu'il a emballé. Puis elle vient couper sa feuille de carton en amont, selon la grosseur qu'il a besoin, puis la plie aussi, juste pour que ça fitte parfaitement sur le produit. Fait que c'est vrai, ça en est. C'est très intéressant. Mais oui, mais nous avons de la solution, par exemple, mais je pense que pour Amazon, qui fait ça beaucoup, quand on voit beaucoup des colis avec des choses comme ça, avoir une machine comme ça pour faire chaque produit en emballage différent, c'est beaucoup plus cher, en fait, à la fin, pour une compagnie comme Amazon. Ah ouais. C'est pour ça que c'est plus facile d'avoir un emballage standard. C'est ça. Comme ça, oui. Au pire, on en voit tout ça. Ouais, même si le produit est comme ça, l'emballage est gros comme ça. Ouais. Des fois, Puis, c'est ça. Au niveau technique, les manufacturiers ou même les distributeurs comme Amazon, c'est quoi qui les empêche? Là, on a l'aspect financier, naturellement. Y a-t-il d'autres contraintes techniques auxquelles on ne penserait pas qui pourraient nuire à l'éco-conception ou qui viennent mettre des bâtons dans les roues de l'éco-conception? Bon, à part les côtés économiques, pour moi, c'est les principales. Mm-hmm. Il y a un côté culturel aussi, parce que c'est difficile. L'éco-conception demande une équipe multidisciplinaire également. Donc, on fait jaser des designers, des ingénieurs, avec les gens dans la production aussi également. Tu sais, bon, c'est un contexte, hein, c'est intéressant de travailler en équipe comme ça, mais pour mettre en place de l'éco-conception dans une nouvelle compagnie, c'est quand même... difficile de faire une équipe multidisciplinaire comme ça. De mettre en place... C'est une contrainte de conception supplémentaire qui est quand même importante. Ouais. Tout ce qui est changement des procédés dans une grosse compagnie, c'est complexe de changer. Bon, c'est cher, mais c'est tellement complexe de changer. Ouais. Donc, ces changements-là, ça va sûrement bloquer autant l'éco-conception que d'autres approches également. C'est ça que c'est un peu difficile de changer. Est-ce que ce serait juste de dire puis de prendre le raccourci, faire de l'éco-conception, c'est nécessairement plus dispendieux que ne pas en faire? Mettons pour l'entreprise qui décide qui aimerait se lancer là-dedans. Mais ça dépend. Parce que la compagnie, elle peut faire même des économies à la fin. C'est ça que tu disais, ouais. Parce que si on optimise les procédés à la fin, si on utilise moins de matériaux... C'est ça. Si on fait un produit qu'on peut même réutiliser en recyclage, de réutiliser des matériaux dans les mêmes processus de production également, en faisant comme l'économie circulaire, on peut avoir des économies. On peut aller chercher des nouveaux marchés également avec un produit éco-conçu, avec d'autres consommateurs qui sont plus soucieux aussi de l'environnement. Donc, ça dépend, oui. Fini, vas-y. Mais c'est juste que ça dépend de la compagnie, ça dépend de ce qu'ils vendent aussi, du procédé aussi, des productions. Mais tu sais, ce que je comprends de ça, c'est qu'il faut pas s'arrêter peut-être au coût initial, qui sera engendré par le fait d'avoir une équipe multidisciplinaire, le temps que ça prend, les modifications d'installation. Il faut regarder plus loin dans le temps, là, son projet. Là. Oui, parce que nécessairement, comme tu dis bien, ce sera peut-être pas à court terme qu'on va voir l'économie. Là. Oui, c'est ça. À court terme, ça peut être un peu plus coûteux, mais à moyen et long terme, c'est sûr qu'on va
on va voir, ça possibilite aussi des économies au niveau de la compagnie également. Ouais. C'est juste Amazon, si à la place d'emballer un petit objet dans une grosse boîte, ils l'emballent dans une plus petite boîte, ils peuvent en shipper beaucoup plus en même temps dans un camion. Dans un par camion, exemple. ouais. Sur Dans un des camion. coûts. Mais j'imagine qu'ils ont déjà tout évalué ça. Oui. puis que, ils, En ce moment, ouais. ils n'en sont pas arrivés à la conclusion que c'était rentable, malheureusement. Mais... Oui, c'est ça. Parce que si ça a été rentable au niveau d'une grosse compagnie comme ça, mais c'est ceux qui... Ils l'auraient fait. Oui, ouais. c'est ça. OK. Moi, j'avais pas... toi, t'avais-tu des questions supplémentaires? Concernant l'éco-conception, ben, peut-être en lien avec la réparabilité, est-ce qu'une des limites aussi, si je pense à mon cellulaire, ou tu sais, maintenant il y a beaucoup d'électronique là, dans nos laveuses sécheuses, bon, le cellulaire c'est juste de l'électronique, est-ce qu'il peut aussi avoir une contrainte en lien avec le secret industriel? Par exemple, si j'ai mon cellulaire et que je veux le faire réparer, le réparateur doit avoir accès au plan électrique pour pouvoir faire son travail. Et là, peut-être que la compagnie ne veut pas rendre disponible le plan électrique. Ça pourrait-tu être un autre, oui, ça se peut. facteur? Moi, j'avais jamais pensé à ça, mais oui. Si nous avons un produit comme, je sais pas, quand on parle d'iPhone, qu'ils ont des technologies, même Samsung aussi, qui développe des technologies. Ça pourrait être un problème, en fait, des secrets industriels. Oui, parce que tu ne veux pas tout donner ton information, puis là, ton compétiteur peut se copier ta technologie. Oui, ça pourrait. Okay. Mais c'est quand même frustrant, en fait, d'avoir un iPhone qui... Tu peux pas changer les batteries, par exemple. Ouais. Ah, mais c'est tout pensé, c'est tout réfléchi par le fabricant. Oui, c'est ça. Mais puis ça m'amène, il y a une autre question qui m'est venue, là, finalement. Là. Tu parlais là, que tu as une entreprise, je pense, notamment d'éco-conception de mobilier. Mm-hmm. Aurais-tu un exemple pour nous? Mettons, qu'est-ce que tu fais différemment avec le mobilier que tu designs versus des meubles conventionnels? On pense beaucoup à la quantité de pièces, à l'optimisation aussi dans les processus de production également. Okay. Mais on pense dans le sens plus large aussi de collaborer avec des artisans également locaux. Donc, on élargit un peu plus les côtés. C'est ça qui rentre, en fait, l'éco-responsabilité. C'est ça, c'est plus large que seulement l'éco-conception que tu fais. C'est ça. Okay. On fait des efforts aussi au niveau environnemental, mais aussi on essaye aussi d'intégrer aussi des aspects sociaux. Okay. Donc, je ne sais pas si j'ai fait une partie de cette chaise-là, je pourrais faire local avec un artisan. C'est avec ça, je peux... je peux les faire travailler, en fait. Des fois, ils n'ont pas beaucoup de travail non plus. Ouais. Tu sais, d'utiliser aussi des matériaux locaux au lieu d'acheter ailleurs aussi. Ouais. C'est ça qu'on essaie surtout, en fait, d'inclure aussi des aspects sociaux, des impacts sociaux, en fait, des produits. Okay. Et d'avoir aussi, surtout, des impacts positifs, hein. C'est pas seulement de considérer des impacts, mais d'avoir des impacts positifs. Quand on donne des projets comme ça à des artisans, tu sais on met en valeur des traductions, tu sais, de fabrication, des détails, des choses. On va travailler aussi pour une société, en fait, plus c'est ça, mais dans le fond, c'est cool ce que tu dis, parce que c'est pas seulement de minimiser les impacts négatifs, c'est de maximiser les impacts positifs. Ouais, c'est vraiment intéressant. Parce que les designs, à la fin, c'est un outil pour ça aussi. Hein. C'est pour... on pense pas seulement à des produits, mais on doit penser aussi à des produits avec un impact positif. Hein. On parle beaucoup des impacts négatifs, hein, mais on essaye en fait de proposer des choses qui ont un impact surtout social, parce qu'on parle beaucoup d'environnemental, mais le social, il est toujours un peu des côtés. Hein. Ouais. En tout cas, moi, je trouve ça porteur d'espoir, là, savoir qu'il y a des gens qui travaillent afin de rendre des biens de consommation plus durables, plus éco-responsables. C'est bon de savoir que ça existe. Oui. Après, c'est ça, nous, en tant que consommateurs, on a un rôle aussi à jouer. Pas se gêner à poser des questions aux entreprises pour essayer de mettre ça de l'avant, demander à ce que ce soit réparable, que la durée de vie soit meilleure, que l'objet ait un moins grand impact. Puis ensuite de ça, prioriser des objets qui ont des bonnes garanties, qui sont Energy Star et tout ça.
Sinon, en terminant, est-ce qu'on peut s'imaginer un monde dans lequel l'éco-conception serait comme... ça viendrait de base dans toute la conception, l'éco-conception serait là par défaut? Je pense que oui. Nous avons un contexte super compliqué. Hein. Changement climatique, on parle d'objectifs de développement durable en tant que tel. On parle de transition socio-écologique. Tu sais, on parle beaucoup. Nous avons aujourd'hui un contexte super compliqué qu'on essaie de trouver de bonnes solutions. Je pense qu'on doit mettre de l'avant l'éco-conception, l'éco-responsabilité, d'autres approches également. Nous avons plusieurs, en fait. Mais l'éco-conception est super pertinente, en fait. On utilise beaucoup en design, mais en génie également. Mais je pense que toutes les compagnies doivent penser autrement par rapport à tout ça pour essayer de réduire, en fait, les impacts. Oui, parce qu'à la quantité de biens qu'on consomme, si on est capable de tout avoir des biens éco-conçus, c'est déjà un pas de géant, là. Oui. C'est déjà très bon, en fait, de penser comme ça. Mais je pense qu'en avenir comme ça, oui, on va avoir beaucoup de produits comme ça. Soit beaucoup de produits comme ça, soit moins de produits. Tout court. Ouais. Voilà, c'est ça. Là, ça serait une autre option. Ça serait agir à la source. Parce qu'on parle beaucoup de développement des produits, mais à la fin, la solution, des fois, c'est de est-ce ne qu'on pas a avoir besoin un de ces produits-là? Ouais. En fait, on doit se poser la question, est-ce qu'on a besoin vraiment de ces produits qu'on achète? C'est ça les gestes les plus écologiques qu'on fait. Ouais. C'est de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que j'achète ça parce que c'est une chose en statut social? Est-ce parce que j'ai vu telle personne qui a un tel produit? Puis par la suite, si là, t'établis que, OK, parfait, oui, j'en aurais besoin, ou ce serait pertinent pour moi, est-ce que je peux faire le choix de l'éco-conception versus non? Oui. Fait que, ouais, c'est vrai, il y a vraiment une première étape qu'il ne faut pas négliger. Puis c'est comme tu disais, vrai que ça revient souvent dans tous nos épisodes. Questionnant la base, est-ce qu'on en a réellement besoin? Ouais. C'est ça. Parfait. Ben, ça faisait le tour de nos questions pour aujourd'hui, Sergio. Merci beaucoup de nous avoir rencontrés. C'était un plaisir. À vous. Yes, merci.